Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le journaliste économique François Langlais. Bonjour. Bonjour David Jacob. Merci d'être là avec nous. Vous publiez Quoi qu'il en coûte chez Albin Michel. On va prendre le temps d'en parler et puis on est dans le sujet puisqu'évidemment il y a ce couvre-feu annoncé hier. Pas de confinement localisé, pas pour l'instant, mais couvre-feu pour un tiers des Français. Et on se dit qu'on va tout droit vers un gros trou, un trou d'air sur la croissance, sur l'activité, sur la consommation, sur la fin d'année, ce qui n'était pas le scénario qu'on imaginait encore il y a quelques semaines ou quelques mois. Oui, c'est vrai que les perspectives ont changé là en quelques jours, parce qu'on était sur le scénario d'une panne grave, mais avec un redémarrage progressif. La question c'était à quel rythme se ferait la reprise. Aujourd'hui, c'est plus ça. On est dans ce que l'INSEE a appelé, il y a 8 jours, l'économie diminuée, c'est-à-dire durablement amputée d'une partie. L'économie à 90%, qui tourne à 90%. Et encore que c'est peut-être un plafond. C'est ce que dit, vous vous souvenez, The Economist avait fait sa une, justement, exactement là-dessus il y a quelques mois. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça quand même, on doit être un peu au-dessus, parce que les secteurs impactés représentent 10% de l'économie, ils fonctionnent... Impactés, c'est restauration, hôtellerie... Transport, tourisme, etc., événementiel, spectacle, culture. Mais donc c'est en gros 10 points de l'économie, c'est plus en termes d'emploi, parce que ce sont des secteurs qui ont une intensité en main-d'œuvre plus forte que l'industrie. Et ils vont être, personne ne peut les situer exactement, enfin, probablement à mi-activité en moyenne. Et ce que vous disiez tout de suite est important aussi, c'est-à-dire que du coup, la stratégie de lutte contre la crise économique du gouvernement va probablement devoir être infléchie. Parce que jusqu'ici, on était dans le soutien ponctuel avec le chômage partiel, les aides, etc., le fonds de solidarité, le temps de la crise, et puis derrière, le plan de relance qui s'adressait au moyen terme. Il est à côté de la plaque, ce plan de relance, aujourd'hui. Parce que Patrick Artus, que j'avais en début de semaine, me disait, a priori, 4e trimestre, 1er trimestre 2021, on sera en récession. Oui, je pense qu'il lui manque quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut faire le pont d'ici là. Ou alors, il faut s'accoutumer à l'idée qu'on ne retrouvera pas la normale en 2022, comme c'était escompté. Parce qu'il va manquer du soutien à court terme de l'activité. Le problème, c'est que vous le savez... Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler la consommation quand on restreint la liberté de circulation, quand on augmente les contraintes, encore une fois sanitaires? Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir, pour pousser les gens à consommer? Comment on fait? C'est la seule solution, mais elle ne s'applique pas justement dans les périodes de restriction. Encore que les magasins la nuit, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a, mais c'est d'injecter de l'argent pour la consommation, avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Je ne parle pas du plan budgétaire, mais c'est que généralement, on voit bien que la demande s'adresse d'abord à la production française, parce que les 20 produits les plus consommés par les Françaises sont fabriqués en dehors des frontières. Bon, ils sont quand même vendus en France, donc il y a une part de service qui est récupérée. Mais les chèques, justement, on parle de chèques responsables pour consommer en local. Non, mais justement, pour éviter de relancer l'activité de nos voisins. Oui, mais si vous faites des chèques qui ne s'adressent qu'aux produits français, vous n'allez pas rendre service aux gens, hein, parce que, sauf pour l'alimentation. Mais pour le reste, quel que soit l'objet que vous achetiez, il n'est pas fait en France, enfin, à part quelques voitures, etc. Donc, non, mais du service, sinon, du service. Du service, ça peut, pour aller au restaurant. Maintenant, pour les gens qui sont dans des nécessités financières graves, ça ne change pas l'équation. C'est pas le restaurant qui va les aider, quoi. Hein. Donc, il est possible que cette stratégie soit justement infléchie dans les semaines qui viennent et que le gouvernement essaye de trouver quelque chose pour faire le pont entre... Mais qui ressemblerait à quoi? Moi, je me creuse la tête. Vous avez cité une des idées qui circulent, c'est le chèque, le chèque consommation. Hein, c'est-à-dire, en gros, de l'argent imprimé par la Banque centrale, ou prêté à l'État, mais de façon un peu fictive, et redistribué à l'État, qui est devenu la succursale de la Banque centrale européenne, aux consommateurs que nous sommes. Ouais. Hein. C'est le scénario. C'est Trump. Trump a donné 1 200 $ à tous les citoyens qui gagnaient moins de 90 000 $. C'était il y a quelques mois. Il était question d'ailleurs qu'il refasse la même chose, puis le Congrès bloque, mais c'est ce qu'ont fait aussi les Hongkongais. Enfin, il y a différents pays qui ont expérimenté cette solution. Bon, et pour les secteurs très impactés, encore une fois, par ce couvre-feu, le président qui a confirmé le chômage partiel à 100% pour l'employeur, le fonds de solidarité renforcé avec une prise en charge des factures jusqu'à 10 000 €. Là encore, c'est suffisant, le compte y est ou pas, ou d'autres mesures sont là encore inévitables? On ne remplacera pas les clients intégralement.
Donc, de toute façon, il y aura de la casse, hein, sauf à nationaliser complètement les restaurants et les théâtres et à dire que désormais, c'est l'État qui s'occupe de fournir un chiffre d'affaires équivalent. En revanche, ce qui se profile, et ce qui était un peu en filigrane dans l'intervention du chef de l'État, c'est que les prêts garantis par l'État et les allègements de charges pour ces secteurs-là et les entreprises en difficulté viables ne seront pas remboursés. C'est-à-dire que... On s'en doutait, mais il fallait... On s'en doutait, et probablement le gouvernement ne pouvait pas le dire, parce que c'était inciter justement ceux qui pouvaient les rembourser à ne pas le faire. Mais on n'est pas loin du moment où ça va être dit. Parce que comment imaginer qu'avec une crise aussi longue, un restaurant en difficulté, dans 6 mois ou dans un an, suivant la date du retour à la normale, se tape à la fois les charges de la reprise et puis l'accumulation de dettes accumulées de dettes qui se sont sédimentées pendant le confinement ou le couvre-feu. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être optimiste à court terme, encore une fois? On ne sait pas combien de temps on va devoir vivre avec le virus. On ne peut pas être optimiste à court terme. On ne peut pas. Enfin, au plan économique. C'est pas possible. Alors, le court terme, c'est pas toute la vie. C'est 6 mois, horizon de 6 mois. Oui, à horizon de 6 mois, on vit avec ça et il va falloir serrer les dents. Certains plus que d'autres, hein, parce que voilà, il y a tout un tas de secteurs qui prennent ça en pleine figure, d'autres qui sont moins exposés. Ça va redistribuer d'un secteur à l'autre la croissance, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont bien quand même. Hein. Donc pour cela, ils sont optimistes, c'est le e-commerce, etc. Il y a aussi des redistributions au sein des régions. On voit que la France des grandes villes est très impactée. Parce que c'est là que se concentrent les emplois de service et justement la restauration et les spectacles. La France des champs, elle va plutôt pas mal de ce point de vue-là. Elle a d'autres problèmes. Donc tout n'est pas noir, mais le diagnostic global ne peut pas être optimiste. Ouais, sachant que l'OFCE nous a dit hier craindre une vague, une explosion des faillites d'entreprise. On en a souvent parlé sans vraiment l'avoir encore, qu'il y a eu quand même près de 50 000 destructions de postes liées uniquement aux plans sociaux. Sur les 800 000 destructions de postes, c'est-à-dire qu'on parle souvent des licenciements collectifs ou des plans sociaux, mais il y a aussi les licenciements individuels qui sont quasiment pour 80% des destructions de postes et qui demandent l'OFCE au gouvernement de muscler, là encore une fois, son plan de relance en faveur des entreprises. C'est chiffré à 50 milliards de pertes de revenus au premier semestre, malgré les dispositifs d'aide publique pour les entreprises. Vous y croyez à cette vague de faillite qu'on n'a pas encore vraiment... Écoutez, jusqu'ici, je n'y croyais pas. J'étais même très étonné du discours gouvernemental, assez flippant, sur 800 000 emplois qui vont disparaître, etc. Et ça n'est pas ce que je voyais quand je discutais avec les patrons, etc. Alors, certains experts éminents comme Raymond Soubi, qui est chargé justement de négocier les plans sociaux, disait si, ça va se produire. J'avais du mal à le penser compte tenu du fait qu'on avait quand même des soutiens financiers très importants qui justement paraient au plus pressés. Donc probablement là la perspective change un peu, mais il faut quand même relativiser aussi là pour le coup, se souvenir qu'en 2009 on a vécu des destructions d'emplois beaucoup plus importantes et que les dernières prévisions de l'INSEE... Avec une croissance qui avait baissé 3 fois moins. Beaucoup moins. Parce que là, justement, ce sont, pour l'essentiel, les États qui ont absorbé le choc. Les entreprises pour une part, mais en tout cas pas le consommateur directement, ce qui a permis quand même de maintenir la chaîne économique. Au prix, évidemment, d'une détérioration des finances publiques très importante, beaucoup plus importante qu'en 2009, où on a attendu en fait toutes les années qui venaient pour s'en rendre compte. Donc c'est très difficile à anticiper. Jusqu'à il y a 8 jours, l'INSEE prévoyait un taux de chômage entre 10 et 11% au début 2021. Rappelons quand même que c'est un chiffre plus faible que celui que nous avons connu en 2013 et 2014. Donc c'est problématique, et je veux dire, il ne s'agit pas de tirer des feux d'artifice, pour autant, c'est pas non plus Armageddon, jusqu'ici. Ouais. La certitude, elle est avec nous pendant encore de longs mois. Et là, je pense aux consommateurs, aux chefs d'entreprise, enfin tous celles et ceux qui prennent des décisions économiques. Ça dépasse largement l'économie. Le déterminant principal est sanitaire, médical. C'est vaccin ou traitement, quand personne ne peut répondre à cette question. On n'est pas tellement plus avancé. Non. Sur cette discussion il y a 3-4 mois, 5 mois. Non. C'est normal. C'est normal parce que le temps de la science n'est pas compressible à l'infini. Les nouvelles technologies permettent de simuler justement les processus d'évolution des cellules, etc. Mais pour autant, les expérimentations sur l'homme vivant, eh bien, il faut le temps qu'elles se produisent et qu'il faut prendre tout le recul nécessaire pour apprécier les effets secondaires potentiels d'un produit. On parle d'argent magique parce qu'effectivement, il faut prendre le temps d'expliquer. Nous, on le fait souvent ici. D'ailleurs, je ne sais pas si sur TF1, on prenait le temps d'expliquer d'où vient cet argent. Ça surprend les Français de voir que finalement, on leur a dit au moment des Gilets jaunes impossible, finalement, on a eu du mal. Il y a un chèque de 15 milliards d'euros. Là, on parle de
Alors on confond parfois les prêts garantis par l'État, les garanties, etc. Mais des centaines de milliards. Il faut expliquer que c'est la BCE, encore une fois, on fabrique de l'argent. La BCE qui d'ailleurs a acquis 70% des émissions de titres publics de la zone euro depuis février. Donc ça en dit long. Cette monétisation, c'est comme ça qu'on l'appelle, encore une fois, des dettes publiques par les banques centrales, ça inquiète le FMI, ce qu'il nous a dit hier. À juste titre, quand on lit votre bouquin. Oui, moi c'était mon... Et en même temps, si on ne faisait pas ça, c'était la dépression à la 1929. C'est deux questions différentes. Non, c'est deux questions différentes. Je pense qu'on peut à la fois dire c'est nécessaire et en même temps alerter sur les dangers potentiels. C'est-à-dire, dans une situation de stress face à une alternative difficile, on choisit la moins mauvaise des solutions à court terme. Mais alors qu'on entend un nombre croissant d'experts qui nous disent cette dette, on ne la remboursera jamais, c'est pas très grave, c'est la BCE, justement c'est la monétisation, c'est ça qui me paraît problématique et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ouais. C'est-à-dire que le fait qu'un gouvernement veuille dépenser plus qu'il n'a, c'est la plus vieille histoire du monde. La technique de la Banque centrale est l'une des dernières inventées, c'est la plus moderne. Pour autant, malheureusement, l'issue est toujours un peu la même. Le fond du problème, c'est que vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une dette sans tuer, d'une certaine façon, l'épargne en même temps. Ce sont les deux faces de la même réalité. Parce qu'à partir du moment où vous vous endettez, il y a quelqu'un qui vous prête. Si on vous libère, c'est lui qu'on assomme. Oui, mais un État ne rembourse pas ses dettes. Encore une fois, un État... Enfin, ça ne rembourse pas le capital. On sait qu'il y a des maturités des obligations publiques, et puis quand elles arrivent à échéance, eh ben, l'État, il reporte cette dette. David, et donc, ce qui est important, ce sont les intérêts, les charges d'intérêt. Et là, pour le coup, elles sont sous contrôle puisque les taux sont à zéro. C'est une petite partie du problème, les intérêts. L'État peut faire rouler sa dette tant que c'est la Banque centrale qui contrôle. Oui, mais tant que c'est la Banque centrale qui contrôle. Oui. C'est-à-dire tant qu'elle a la confiance des marchés, des épargnants. Ouais. Mais ça, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à quand et je veux dire, c'est là où, pour le coup, il me semble qu'on est tous atteints de ces cités collectives. On n'a pas de doute sur le fait que le billet qu'on a dans la poche, si je vous le donne, vous l'accepterez parce que vous savez qu'il sera accepté à 20 mètres d'ici. Mais c'est récent, cette certitude. Il y a des tas de nos aïeux, et pas forcément des lointains, nos grands-parents, qui ont vécu avec l'inquiétude là-dessus. Il n'y a rien de plus banal. Il y a l'hyperinflation, pour le coup. Il y a l'hyperinflation, aux troubles sociaux, aux troubles politiques, aux troubles géopolitiques. C'est la vie des sociétés humaines. Oui, mais comme toutes les banques centrales du monde le font en même temps. Oui, on peut retourner l'argument. C'est justement pour ça que c'est problématique. Non, mais il y a une zone monétaire qui peut être attaquée par rapport à l'autre. Mais oui, mais justement, ça veut dire que vous n'avez plus d'encre monétaire. C'est-à-dire qu'au fond, au bout du bout, la crédibilité dans la monnaie, elle repose sur 4 banques centrales. La BCE, la Fédérale Réserve, la Banque du Japon et la Banque de Chine. Rajoutons la Banque d'Angleterre et la Banque de Suisse pour faire bonne mesure. Enfin, en gros, c'est 100 personnes dans le monde. Et finalement, toutes ces banques-là sont en train d'utiliser la crédibilité qu'elles ont acquise dans les dernières années. Il fallait probablement le faire encore une fois. Mais attention, la crédibilité, on ne l'a pas en stock infini. C'est exactement comme la lumière électrique. Vous l'avez, et puis ça s'éteint. Il n'y a pas un peu de crédibilité. Ça vous ne regardez pas trop loin, avec le risque de se prendre les pieds dans le tapis, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, encore une fois. Parce que oui, effectivement, quand on prolonge le trait, et le plus grand danger pour moi, c'est la crise financière, parce que les taux d'intérêt qui sont très bas, ça veut dire des marchés actions plus chers, de l'immobilier plus cher. Vous l'aurez. Et là, jusqu'au jour où ça se retourne. Vous l'aurez, cette crise financière. Évidemment, évidemment. Personne ne peut dire quand. Est-ce que c'est dans 6 mois ou dans 6 ans? Honnêtement, ça serait complètement spéculatif, puis les déterminants sont très nombreux. Mais c'est immanquable. Les effets pervers de ces politiques sont très importants. Encore une fois, ça on ne le souligne pas. Tout le monde, les experts nous disent l'inflation a disparu, le monde a changé, tout ce qu'on a appris quand on était jeune ne fonctionne plus. Maintenant, adaptons-nous, endettons-nous. Du bon investissement public financé à taux zéro. Oui. Pardon, ça, en termes de rentabilité, ça se regarde. Hein. Vous savez ce que c'est que du bon investissement public? Moi, je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, du bon investissement tout court. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon investissement et un mauvais? C'est l'histoire du chasseur dans le sketch des Inconnus. Hein. Le bon chasseur il tire, le mauvais chasseur il tire. Oui, il y en a un qui a sa proie et l'autre pas. Non, mais c'est une question de taux de rentabilité. Une opération qui fait un taux de rentabilité de 3-4% avec un taux de financement à zéro. Il y a des tas de gens qui vous disent, par exemple, augmenter les professeurs, c'est un bon investissement public, parce que vous travaillez pour former les générations de demain, donc vous augmentez le potentiel de croissance. Ben, pourquoi pas? La rentabilité, elle est zéro.
à court terme ou disons même à moyen terme. C'est une rentabilité qui s'étage sur un demi-siècle. Je veux dire, c'est assez raisonnable de dire ça, que payer un prof, c'est de l'investissement. Dans la transition écologique, enfin, c'est pas les investissements qui manquent, en infrastructure, en éducation, en compétences. Oui, David, mais bien malin qui peut dire quelle est la bonne source d'énergie. Hein. Souvenez-vous de l'aérotrain, on pensait que voilà, ça allait tout déchirer, que le TGV allait couvrir la planète, on n'en a qu'en France. Donc, vous voyez, l'État stratège... L'hydrogène. Moi, je veux bien y croire. La pile électrique, la batterie électrique fabriquée en France par Renault, Total, PSA. La fusion, tout ce que vous voulez. Mais personne n'en sait rien. La seule chose qu'on puisse faire, c'est lancer plusieurs chantiers. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Et puis, au moment où on commence à y croire, le privé arrive, met de l'argent, etc. Enfin, c'est le cycle traditionnel de l'innovation. Mais vous savez, le téléphone, quand il a été inventé, on pensait que ça allait servir à faire des cours à distance. On ne sait pas les choses. Bill Gates lui-même, quand Internet a été inventé, disait « Oh, 500K de mémoire par personne, ça suffira largement. » On est aujourd'hui, on vend des téléphones avec 500 gigabytes. Donc, le bon investissement, c'est celui qui, 10 ans après, s'est montré bon. Mais 10 ans avant, c'est pas facile de faire le départ entre les bons et les mauvais. Donc, on risque le boomerang. C'est-à-dire que la stabilité financière qui, aujourd'hui, est assurée, n'est pas menacée, à terme, qu'on ne peut pas mesurer, est menacée par toute cette création monétaire. Avec cette idée, on y revient. Qui va payer? Qui va payer la crise? Je pense les épargnants. Bien sûr, c'est les épargnants, comme toujours. Au travers, alors, parce que s'il y a défaut, effectivement, quand on a une créance, cette créance ne vaut plus rien. Mais aussi au travers des taux d'intérêt zéro. C'est comme disait Jean-Marc Vittori qui a écrit un très bon papier en début de semaine là-dessus en disant les épargnants avec des taux zéro, sur le rendement de leur épargne, c'est eux qui vont être tondus. Vous avez plusieurs façons de payer. Bon, il y a les impôts. Je ne sais pas si tendu le mot d'ailleurs. J'y crois pas vraiment, les impôts, parce que bon, l'ordre de grandeur n'est pas du tout. Le FMI conseille je vous coupe, de financer les dépenses nouvelles, en tout cas liées à la crise, en augmentant les impôts des plus riches et des entreprises les plus rentables. Oui. Le FMI. Qui est pas parangon de dépenses publiques et c'est pas un organisme considéré à gauche. Non, la seule chose, c'est que le FMI souffle toujours dans le sens du vent. Et donc, quand le monde est libéral, ils sont libéraux. Quand le monde est keynésien, ils sont keynésiens. Et c'est un signe des temps aussi, hein. Oui, sans doute. L'expérience prouve quand même qu'en général, quand tout le monde dit la même chose... ça va dans l'autre sens. Disons, ça produit des catastrophes. Je reviens à votre question. Il y a plusieurs façons de payer. Les impôts, bon, peut-être à la marge, mais enfin, ça ne résout pas le problème. Évidemment, la chute de rémunération de l'épargne, c'est une façon de diminuer les revenus de l'épargnant et de le spolier. C'est ce qu'on a fait. Mais si vous voulez, après, il y a l'inflation. C'est ce qu'on a fait pendant la guerre. J'ai regardé justement. Après la guerre, on a une dette énorme. Et 3 années de suite, on a des inflations supérieures à 40% et des croissances qui sont de l'ordre de 7 à 8. C'est-à-dire que le PIB nominal, chaque année, augmente de 50 points. En 3 ans, vous avez tué la dette. Mais il y a quand même quelqu'un qui a payé. C'est le gars qui avait un compte bancaire avec les économies de sa vie. Il y a une guerre avant ça. Non, mais sans doute, c'est pas le problème. Le problème, c'est le stock de dette. Il est très élevé. Vous faites de l'inflation. Vous vous allégez, mais il y a quelqu'un qui paye. On oublie toujours de le dire. C'est là mon point. Après, de surcroît, là où votre remarque est juste, c'est que la guerre stimule la croissance, alors que l'épidémie, au contraire, l'étouffe. Et parce qu'elle ne détruit pas de capital. Elle inhibe les comportements de consommation, mais elle ne détruit pas de capital. L'autre façon de payer, bien sûr, c'est justement le crack, qui dévalorise les actifs et qui du coup fait... Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont. Ouais. Mais dans les actifs, on peut mettre la monnaie elle-même. C'est un actif très liquide, mais c'est ça qui est potentiellement en jeu, me semble-t-il. Je dis ça en m'appuyant sur l'histoire, à supposer que les mêmes règles fonctionnent toujours. C'est ce que je pense. Je pense qu'au fond, ce qui ne change pas est plus important que ce qui change en général dans la vie des sociétés et en particulier en matière économique. Vous disiez tout à l'heure, de façon très juste, la stabilité actuelle, est-ce qu'elle ne va pas créer de l'instabilité? Relisons Minsky. Il explique bien que la stabilité
artificielle et extrêmement durable incite tout le monde à prendre des risques absolument disproportionnés. Ouais. Et que mécaniquement, la stabilité excessive produit de l'instabilité de la même façon. Et on l'a vu en 2009, l'instabilité excessive produit la stabilité. Parce que tout le monde fait attention et se tient à carreau pendant plusieurs années. Ah, tout le monde disait que les banques centrales n'auraient plus de cartouches après 2009. Preuve en est qu'il y a toujours de la créativité, il y a toujours... On repousse le point, c'est ça? Oui, c'est vrai. Jusqu'où? Je ne sais pas. Mais quand même, j'observe que avant la crise elle-même, c'est le secteur privé, et notamment financier, qui était surendetté. La crise arrive, c'est l'État qui joue le rôle de réassureur, qui récupère 35 points de PIB de dette. Cette crise arrive, c'est plus les États qui jouent le rôle de réassureur en dernier sort, ce sont les banques centrales. Ouais. Après les banques centrales, c'est qui? Les banques centrales? Mars, oui, c'est ça. Je veux dire qu'il y a bien un moment où la construction humaine très sophistiquée que nous avons mise en œuvre trouvera ses limites. Ouais. Et cette croissance, encore une fois, parce que si on est positif, et vous l'avez dit et écrit, ces crises débouchent toujours sur des périodes de croissance, plus ou moins fortes, en tout cas des périodes de croissance. Ouais. Quel raisonnement qui permet d'arriver à une conclusion aussi optimiste? À quel horizon? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et puis, le sujet aussi, c'est une croissance qui ne carbure pas au crédit et à l'endettement, parce que c'est ça le fond du truc. C'est que s'il a fallu tonifier, booster un peu l'économie, c'est qu'il a fallu, avec du crédit, en poussant les gens à s'endetter, etc. C'est ça le sujet. On peut avoir une forte croissance sans ce moteur du crédit et de l'endettement. En fait, cette remarque que vous faites m'en inspire une autre, c'est que finalement la dette Covid ne fait jamais que pointer un problème qui était bien antérieur, qui date d'il y a une quinzaine d'années, c'est qu'il n'y a plus de croissance sans recours à l'endettement depuis, en gros, la crise financière. Et que c'est un problème, parce que mécaniquement, ça crée des crises qui elles-mêmes ne sont traitées que par des endettements supplémentaires. Donc c'est l'endettement n'est pas non plus nocif, il ne faut pas non plus bébé avec le du vin. Non, c'est une question de proportion et puis de rapport, de taux d'intérêt et de rapport avec la croissance. Je veux dire, si s'endetter en période justement où le PIB nominal prend 5 ou 10 points chaque année, c'est ce qu'on a fait pendant tout le rattrapage de l'après-guerre. Et puis s'endetter encore une fois à 1%, c'est pas idiot non plus. Tout dépend de votre taux de croissance. On y revient. C'est-à-dire, si vous êtes endetté à 1% et que vous êtes à -2, malgré tout, le poids relatif de votre dette augmente. Ouais. Mais parce que vos perspectives de recettes diminuent. Mais je reviens à votre question sur la croissance. Qu'est-ce qui permet de le dire? Là encore, l'histoire, c'est vrai qu'on voit que des grands cycles comme celui qu'on parcourt se sont succédés, qu'il y a toujours des périodes de transition, qu'elles durent 15 à 20 ans, c'est toujours des secousses assez fortes. Et qu'en général, derrière, ça se réorganise. Qu'est-ce qui permet de le dire aujourd'hui? D'abord, si on va vers une crise financière, on va nettoyer les dettes, on remet les compteurs à zéro. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et du coup, ça permet... c'est le jubilé dans la tradition biblique, si vous voulez. Tous les 49 ans, il n'y a pas de dette qui vaille au-delà de 49 ans. Parce que, finalement... si le créditeur estourbit son débiteur, lui-même va mourir avec. Et c'est là où finalement les intérêts des deux sur le long terme se rejoignent. J'imagine que la panique sur les marchés, si on parle de restructurer des dettes. C'est pour ça d'ailleurs que l'Allemagne paye pour l'Europe du Sud. C'est parce que justement, elle va solvabiliser ses clients. Sinon, elle ne vendra plus de Volkswagen en Sicile ou ailleurs. Le deuxième point, disons, deuxième indice, qui me permet de dire que tout n'est pas si mauvais, c'est qu'il y a de gigantesques réserves de productivité dans les entreprises qui sont en train de se constituer. Parce que la révolution numérique, justement, a fait un bond spectaculaire. Parce que, alors, à court terme, c'est mauvais pour l'emploi, mais sur le moyen terme, c'est pas forcément mauvais. Les entreprises ont compris comment s'organiser un peu différemment pour faire autant de façon beaucoup plus efficace. C'est la nécessité qui leur a imposé, mais... Voilà. Tout ça me fait être relativement optimiste. Sur le moyen terme, vous disiez quand? Je sais pas. Ces crises, elles durent en gros une vingtaine d'années. On en a fait une quinzaine. Il en reste 5. Bon, en tout cas, en attendant, il faut lire François Langlais, évidemment, quoi qu'il en coûte, aux éditions Albin Michel. Merci d'être avec nous. On vous libère. Il y a cet après-midi sur TF1, édition spéciale. Ce soir, on vous voit aux 20h de TF1 aussi. C'est possible. Bon, on vous laisse aller travailler. Donc, à lire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. François Langlais, donc, journaliste économique, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.